Bienvenue dans Nos Plans B, Seriously, le podcast de celles et ceux qui ont décidé d'arrêter de négocier avec eux-mêmes. Celles et ceux qui avancent, doutent parfois, changent le cap, mais qui ne renoncent pas à l'essentiel. Je suis Suzanne Azizian et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arnaud, une personne, ne dites à personne, qui me ressemble beaucoup d'ailleurs. Arnaud vit sa vie avec passion. Et oui, passion qu'il a choisie comme finalité, comme boussole. Ils nous ont toujours dit que la réussite c'est d'atteindre un objectif précis. Je ne sais pas, un titre, une trajectoire, des chiffres, un statut, voyage, peu importe, mais quelque chose de mesurable. Mais réussir n'est pas cocher des cases. C'est trouver sa cohérence et son bonheur. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec Arnaud, directeur général dans l'industrie d'automobile, passionné de la technologie, de l'IA, mais aussi de la culture, le cinéma et plein d'autres. Arnaud, il dégage franchement une sérénité rare. Celle d'un dirigeant qui se dit, quoi qu'il arrive, je trouverai une solution. Et oui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment trouver cette sérénité? Et Arnaud, il va nous dire ça. Comment on peut repenser la réussite comme pas une destination, mais comme une posture leadership. Oui, finalement. Bonjour Arnaud. C'est ça, bonjour. Encore. Merci pour cette magnifique présentation. C'est vrai? T'as aimé? Oui, c'est très agréable. Bon, écoute, je te laisse te présenter par toi-même et nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a fait d'accepter mon invitation. Et d'ailleurs, merci pour venir participer à ce podcast et partager avec nous ton histoire. Eh bien, écoutez, déjà, le fait d'accepter de venir à ce podcast, c'est parce que, effectivement, comme tu l'as un peu dit dans ton introduction, notre rencontre dans un cadre particulier, la curiosité, la passion aussi que j'ai ressentie dans ta façon d'exprimer tes idées, ta vision des choses. Enfin, finalement, assez rapidement, on s'est percuté dans le bon sens des choses. Et puis donc, tu m'as parlé de ton ouvrage, Nos Plans B, et bon, j'ai regardé, curieux. Bon, c'était pas forcément une notion claire chez moi. Hein. Je viens pas là juste pour dire bah oui. Ouais. Non, j'ai pas forcément moi conscientisé cette démarche du No Plan B. Mais voilà, c'était intéressant de partager et d'échanger là-dessus. Et donc pourquoi je viens là, c'est parce que voilà, je sais que cette passion qu'on a eue lors de nos échanges, on va pouvoir la continuer encore pendant ce podcast. Et puis si ça peut donner des idées, de la légitimité à d'autres personnes par rapport à ça, c'est super. Mais moi je commence par une question. Mais comme j'ai dit et que tu me confirmes, toi, tu as compris que ton moteur n'était pas un poste ou un statut ou un titre, mais c'était vraiment une direction intérieure, c'est-à-dire la cohérence, le fait est que tu es toujours fidèle à tes valeurs et tu décides et tu passes à l'action dans ce sens-là. Mais à quel moment tu as compris que ça, c'était ton, on va dire, ton vrai, vrai chemin, en disant... Je dirais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, parce que, comme tu dis, dans la vie, on ne cherche pas forcément un poste, une fonction, un statut. Peut-être que pour certains, c'est pas du tout le cas. Très franchement, j'étais plutôt dans cette catégorie-là jusqu'il y a peu, parce que, effectivement, on est dans un système et on existe aussi en pour utilisant ces codes-là. Voilà. Non, mais voilà, effectivement. Donc, je ne vais pas vous dire ce matin, non, moi, je ne suis pas comme ça, je suis un saint, etc. Non, ce n'était pas ça. Mais, et je ne sais pas si je ne le suis pas toujours aujourd'hui. En revanche, ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que
certes, c'est pas le titre, c'est pas le statut qui compte, c'est ce qu'on va en faire. Et donc, effectivement, le statut, une position dans une entreprise, ça facilite la possibilité de guider, d'influencer, de partager avec toutes les personnes de l'entreprise. C'est moins évident, effectivement, quand on n'a pas le statut adéquat. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est un peu un des sujets de ton livre, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est un peu plus dur. Donc, j'ai envie de dire que moi, ma recherche de statut ou de position, elle sert ma finalité, qui est effectivement... avec toujours en mettant des guillemets, mais de partager un maximum ce que je sais, de communiquer ma passion, mon enthousiasme sur un sujet qui peut être technique, qui peut être commercial, qui peut être de la négociation, qui peut être n'importe quoi. Je me passionne sur plein de choses, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'éclate, c'est de voir dans l'œil de la personne avec qui je discute, voilà, une petite étincelle, un truc qui fait dire, tiens, j'avais pas pensé comme ça, et peut-être ça va accompagner cette personne-là pendant une journée, pendant une semaine, pendant un an, pendant peut-être plus longtemps, je sais pas. Ça peut changer sa vie. Voilà, c'est ça. Oui, ça peut peut-être changer sa vie. Voilà, c'est super. Mais ça, c'est lui qui le décidera. Mais voilà, c'est un peu ça qui m'amuse, quoi. Mais comment tu appliques ça dans ton travail? Parce qu'en tant que directeur général, j'imagine que tu as plein de challenges, plein de défis en quotidien, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. On vit vie professionnelle, mais aussi personnelle dans un monde d'incertitude. Comment tu appliques ça? Comment tu peux gérer, c'est-à-dire comment tu peux garder tes valeurs, rester fidèle à tes valeurs, à ta passion, qui est ta finalité, mais arriver à gérer des cas un peu, par exemple, quand il y a une crise dans la société ou dans les cas en haute pression pour atteindre des résultats ou autres, tu vois, dans le monde de business surtout. J'ai du mal à répondre comme ça avec une recette magique. C'est vraiment c'est de l'adaptabilité. Imagine-toi dans un cas qui est passé, peut-être que tu peux nous raconter comment ça s'est passé. Non, mais globalement, et ce qu'il faut, c'est... Si l'objectif premier, on reste collé à ça, c'est-à-dire que ce que je veux, c'est que les gens avec qui je travaille avec qui je collabore ou coopère, pour reprendre un de nos cours sur ce sujet-là, si je reste fidèle à ce que j'ai envie de partager avec ces gens-là, j'ai envie de dire, après, le reste, c'est de l'adaptation. C'est-à-dire que si le contexte change, si y a des décisions difficiles à prendre, etc., mais que moi, je reste droit dans mes bottes, dans ma relation avec les équipes. Et dans les équipes, j'inclus aussi bien les personnes qui sont dans l'entreprise que des fournisseurs, que des partenaires externes. Le respect, il doit être le même. Il n'y a pas de rapport de force, entre guillemets, humain. Il peut y avoir des rapports de force commerciaux, de la négociation, des choses comme ça, mais d'un point de vue humain, faut rester soi-même, rester fidèle à ce qu'on pense être vertueux. Et je pense que si on maintient cette vertu-là, et après, quels que soient les changements qu'il peut y avoir à l'extérieur, si malheureusement il y a des décisions, parce que c'est peut-être ça dont tu parles, s'il y a des décisions qui sont peut-être dures, avec des impacts forts pour les personnes, ça ne va pas du tout diminuer la conséquence, mais d'un point de vue humain, il y a quand même un respect qui va exister et qui va peut-être faciliter ou pas se retrouver dans une situation de simplement abandonner l'autre par rapport à une décision, ou après, c'est pas forcément toujours des décisions comme un coup près où c'est on-off. Il y a aussi des décisions qui peuvent changer un peu le confort, il y a des décisions qui peuvent changer un peu la largeur des responsabilités de certaines personnes dans l'équipe. Bon, mais si on a été droit avec ces personnes-là tout le temps, c'est en général plus facile aussi de l'accepter, de le comprendre. Enfin, on est dans une position, si on subit, où on comprend pourquoi la décision a été prise. Je pense que le respect, c'est la base. Tout à fait. Mais ma question, encore une autre question, c'est que dans une comité de direction, il n'y a pas tout le monde qui pense comme toi. Et quand toi, tu restes aligné à tes valeurs ou je dirais valeurs humaines ou respect, et que je dis ça comme ça, je ne sais pas, peut-être ça t'est arrivé ou pas, et que tu prennes une décision qui est impopulaire.
que les autres sont pas d'accord, ou plupart, où il y a des gens qui sont pas d'accord dans ta comité d'entreprise, des directions, comment tu t'assumes? Comment tu restes calme pour les assurer et rassurer? Comment je reste calme si je le savais? Et puis je pense que c'est pas tout le temps, c'est pas 100% des cas. Encore une fois, personne n'est tout bon ou tout mauvais. On oscille en permanence. Donc déjà, si effectivement j'ai une partie du comité de direction qui n'est pas en phase, qui n'est pas d'accord, ça peut inclure aussi au-dessus du comité de direction, l'actionnariat, etc. J'ai d'abord commencé par me remettre en question 5 minutes. Pas soutenir mordicus une décision si j'ai des messages forts et argumentés, bien entendu. Si c'est pas argumenté, c'est une chose, mais si c'est argumenté, je vais commencer d'abord par quand même réfléchir quelques minutes à la décision, à la stratégie. Oui, me remettre en question, ça va être mon premier réflexe. Après, si en revanche, il n'y a pas d'argument, si c'est effectivement des blocages de principe, parce qu'on vient bousculer aussi un équilibre. Les gens n'aiment pas le changement. Pareil, voilà, on n'aime pas le changement, personne. Même celui qui le fait, qui instaure le changement, si probablement qu'au fond de lui, au fond de moi, si je pouvais ne rien changer, peut-être qu'on serait content aussi. Bon, mais c'est tout l'enjeu aussi de oser faire des mouvements, oser changer de direction. Donc effectivement, s'il n'y a pas d'argumentaire et qu'on est sur des questions de principe, il faut qu'on rentre plus dans un accès plutôt psychologique de la chose. Là, il faut enquêter sur savoir qu'est-ce qui bloque. Et on l'a appris. Mais dans les situations de crise, est-ce que tu as le temps de faire toutes ces étapes ou Je pense que c'est important. Enfin, c'est pas parce que c'est la crise qu'il faut forcément prendre une décision sans y réfléchir. Et donc, ça veut dire aussi qu'on doit anticiper des périodes de crise. Et là, à la limite, on peut raccrocher sur je ne sais pas si c'est une passion, mais en tout cas, effectivement, la capacité de retirer un maximum de données de tous les systèmes de l'entreprise pour pouvoir avoir une vision la plus proactive possible sur comment l'entreprise fonctionne, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Et comme ça, quand on arrive en crise, déjà, on a peut-être eu la chance de la voir venir un peu plus tôt et de préparer les gens à éventuellement une décision qui serait nécessaire. Là, tu parles plutôt d'une vision d'un leader qu'un directeur opérationnel. C'est ça. En fait, le plus dur dans une entreprise, mais j'ai envie de dire comme dans la vie, c'est de subir. Donc, subir quelque chose, et on ne l'a pas vu venir, on ne l'a pas vu arriver, et on ne sait pas quoi faire, c'est là qu'on se retrouve dans des décisions pas toujours réfléchies, instinctives, qui ne sont pas forcément mauvaises. Il y a plein d'entreprises qui fonctionnent à l'instinct et avec des résultats formidables. Tout n'est pas rose, mais globalement, ça marche. Moi, je vais avoir ce côté instinctif plutôt sur des aspects de créativité, d'idées, de direction future. Mais j'ai besoin d'avoir quelque chose de solide, tout le temps disponible, donc de savoir exactement comment tourne la boîte, des indicateurs importants, que ce soit principalement des indicateurs opérationnels, mais aussi des indicateurs financiers, bien évidemment. Si j'ai ça avec moi, j'ai pas peur d'un changement. On l'aura vu arriver, ou on aura senti quelque chose, et puis on aura peut-être déjà imaginé, un peu comme en informatique, on utilise beaucoup ce terme-là, des plans de continuité. Quelque part, je pense que pour une entreprise, c'est intéressant de se poser la question en disant, tiens, si jamais il y a un nouveau Covid qui arrive, comment va se comporter ma boîte? Puis là, on a zéro excuse. On l'a tous vécu, en tout cas, toute notre génération, on l'a vécu de plein fouet. Donc, on sait que ça peut arriver. Et on nous a déjà bien dit que ça pouvait arriver de nouveau. Donc, d'anticiper... et on va recouper sur le plan B. C'est-à-dire que c'est pas un plan B, le fait d'anticiper des possibilités d'échec. C'est de sécuriser ton plan actuel. Exactement. C'est que finalement, tu as un plan, tu as une stratégie, et puis tu sais que peut-être ça va pas marcher. Il y a peut-être certains aspects, tout ou partie, qui vont pas fonctionner. Et si on le sait,
On est moins surpris quand ça arrive. Et donc, du coup, on revient sur une notion de leadership, c'est que du coup, tu es la personne qui va quand même voir des opportunités, qui va quand même voir des nouvelles directions à prendre. Donc, je pense que ça amène un peu de confiance aussi aux gens, t'amène de la confiance à tes équipes et puis aux actionnaires. Tout à fait. Et quel est ton rapport avec l'échec ? Parce que l'échec, on ne peut pas dire que ça n'arrive pas. Non, c'est certain, c'est certain, c'est certain. C'est certain. J'espère pas, mais... Oui, il faut oui, on essaye que ce soit le moins possible, avec le moins de conséquences possible. Qu'est-ce qu'un échec, en fait ? La question, ce serait ça. C'est que, est-ce qu'un échec, c'est de démarrer une relation avec une équipe, et puis dans l'équipe, il y en a un ou deux où on sent que c'est plus dur, etc. Est-ce que c'est un échec ? Est-ce que c'est juste, ça va mettre plus de temps ? L'échec, c'est différents obstacles. Oui, c'est ça. Il y a des freins, mais il y a l'échec. L'échec, ça veut dire que finalement, avec tout ce que tu as fait, tu n'as pas réussi à l'objectif que tu voulais. Ouais. Bon, j'ai pas... J'ai du mal à... Alors peut-être que c'est aussi un moyen de défense de ma part, mais effectivement, les échecs... Toi, tu trouves toujours une solution. Je les oublie, tu vois. J'en ai probablement vécu plein. Mais très vite, je passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que je l'oublie. J'oublie pas l'échec probablement qui m'a guidé pour établir une nouvelle stratégie ou une nouvelle façon, moi, de me comporter dans l'entreprise ou de me comporter avec les partenaires ou avec des clients. Mais je reste pas avec l'échec au-dessus de moi. Voilà. Finalement, c'est un apprentissage. On l'entend beaucoup, cette expression-là. Les échecs, ça permet d'apprendre. Oui. Puis il faut les oublier, surtout. Voilà. La vie est trop courte pour se traîner tous nos échecs derrière soi. Est-ce que c'est pas dur d'être à la fois un leader visionnaire, mais aussi un manager, un directeur, on va dire, opérationnel au sein de l'équipe ? Parce que j'imagine que tu es en train de vivre les deux. Mm-hmm. Comment tu vis ça ? Quand est-ce que tu as ton cap ou ta casquette leader? Quand est-ce que tu as ta casquette de directeur général opérationnel? En fait, il faut les deux, parce que dans une journée de travail, il y a une partie de la journée où effectivement on est dans le labeur, c'est-à-dire on est dans des trucs répétitifs, qui n'apportent pas une grande valeur ajoutée. Enfin voilà, on n'est pas en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Mais il y a aussi une partie de la journée où effectivement, on va travailler plutôt l'œuvre. On va réfléchir à une nouvelle façon de présenter un produit ou une nouvelle façon de gérer un stock de pièces détachées. Et donc, l'un sans l'autre, c'est pas possible. Même si aujourd'hui, on est dans une époque où avec l'IA, l'automatisation, la robotisation, forcément, cette partie travail, sur le côté vraiment laborieux, le labeur, peut-être va baisser un peu au profit de l'œuvre, qui est effectivement de faire des trous. Alors moi, je vais utiliser des mots simples, mais c'est plus sympa, c'est plus marrant de s'éclater, aller chercher une meilleure rentabilité, une meilleure rotation de stock, des notions finance, des BFR, etc. Bon, c'est sympa de réfléchir à aller modifier des indicateurs ou modifier aussi des indicateurs moins financiers qui peut être tout simplement le bien-être des gens. Est-ce qu'on les aide aussi à atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels? C'est plus sympa de faire ça que de remplir des fichiers Excel. Donc là, effectivement, on rentre dans une période où on va peut-être pouvoir baisser ce côté labeur au profit de donner du temps pour se concentrer sur des choses beaucoup plus agréables, sur de la relation client, sur de la relation avec les partenaires. Et je pense que tout le monde préfère discuter avec quelqu'un que de recevoir un mail avec un fichier Excel. Donc, ça, c'est sûr. Voilà, donc si on est, je trouve, dans une période qui est assez formidable pour ça. Alors, on peut voir le côté noir aussi et dire « mais il va y avoir moins d'emplois. » Pour l'instant, je trouve qu'il y a encore des aspects extrêmement positifs à aller chercher. Mais dans l'industrie d'automobile, donc est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui
comment l'IA peut te servir, vous servir en tant que directeur ou leader dans l'avancement des choses. Et comme tu dis, à ne pas faire peur aux gens de terrain qui vont dire on va perdre bientôt notre emploi à cause de l'IA. Aujourd'hui, je pense que tu vois ce que je t'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire d'aller voir les gens en expliquant que l'IA, faut vraiment, en plus l'IA tel qu'on le connaît aujourd'hui, on ne parle pas de l'IA, j'ai perdu le nom, mais voilà, il y a l'IA tel qu'on le connaît aujourd'hui, générative, et puis il y a l'agentique qui arrive, et puis il y a l'IA globale. L'IA globale, probablement que ça va mettre encore un peu plus de temps à arriver. C'est peut-être plus de peur à avoir par rapport à cette IA-là. Mais sur l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui, non, au contraire, c'est un accélérateur formidable pour justement diminuer les tâches un peu rébarbatives. Moi, je trouve aussi que ça permet à tout le monde, quel que soit son niveau d'études, d'accéder aux connaissances dont il a besoin. C'est-à-dire, si on n'a pas eu la chance peut-être de faire certaines études, aujourd'hui, avec 20 € par mois, on peut avoir accès à toute la connaissance de l'humanité et d'un seul coup de dire tiens, je veux écrire un bouquin, comment je peux faire, et on va avoir des guides. Alors tout sera pas formidable, tout sera pas 100% vrai, mais c'est là où entre guillemets notre libre arbitre face à ce que l'IA va nous donner. On va prendre ce qui est le mieux. Comment guider l'IA pour donner le meilleur résultat. C'est ça. Ouais. Tu parles beaucoup, depuis que je te connais, tu parles beaucoup. C'est-à-dire, c'est pas que tu parles beaucoup, tu y crois beaucoup au respect. Respect pour les autres. Je dirais que c'est un peu ta mission. Pas ta mission, ça fait partie de tes valeurs très fortes. Comment tu vis ce respect au sein de ton entreprise, encore une fois dans l'industrie d'automobile, qui est un peu une industrie un peu hard, je dirais. Comment tu appliques le respect et comment tu spread le respect? C'est-à-dire que tu arrives à influencer les autres, de faire pareil et de respecter mutuellement l'un aux autres. Parce que, encore une fois, quand je dis avec l'arrivée de l'IA, avec tout ce qui se passe au niveau économique, dans le monde politique et tout ça, on voit qu'il y a une sorte de pression sur tout le monde. Peu importe le niveau, ça peut être vraiment le niveau opérationnel, ça peut être au niveau dans l'usine, ça peut être côté de R&D, ça peut être partout. Comment on arrive à tenir ce respect et ne pas se permettre de briser cette, on va dire, ligne rouge peut-être? Alors, je pense que le premier point, c'est de partir du principe que tout le monde est capable de tout. Ça, c'est mon principe. Je ne sais pas comment. Je pense que mon père était garagiste poids lourd, donc on a beaucoup collaboré avec des mécaniciens, etc. Peu importe le niveau de la personne, j'ai toujours vu des exemples surprenants de, effectivement, on n'aurait pas pensé que cette idée-là, elle pouvait venir d'un mécanicien. Et moi, mon père, il était mécanicien. Et il a monté son entreprise, il a même inventé des concepts, etc. Et pourtant, il n'a pas été à l'école, de cette génération-là, très peu. C'était pas grave, il avait des idées, il était capable d'aller au bout. Donc, est-ce que ça m'a peut-être influencé? Donc, je pars de ce principe-là, que tout le monde est capable de tout. Il n'a peut-être pas eu la chance de faire les études qu'un autre a pu, ou l'éducation, ou les rencontres aussi. C'est un sujet important. Plus tu rencontres de gens, plus tu évolues forcément. Il n'a peut-être pas eu toutes ces chances-là, mais quand même, il est capable. Voilà. Et c'est la même chose avec des enfants. Quand on a des enfants, faut partir du principe qu'ils sont capables de tout. Oui, tu peux être présidente, tu peux être astronaute, des exemples comme ça. Oui, il faut vraiment, c'est vraiment possible. Il peut le faire. Donc, si on part de ce principe-là, que tout le monde est capable, et que même s'il n'a pas le statut que toi, tu es directeur, et que lui, il est au ménage, peu importe, il est quand même capable. La vie l'a amené à cette position-là à un moment donné, mais ça n'enlève rien. C'est deux choses différentes de ses capacités et de ce qu'il fait à un moment donné.
Et d'ailleurs, encore juste hier ou avant-hier, je suis tombé sur une vidéo de justement un ouvrier qui était devenu directeur général de sa boîte en 10 ans. Ah oui. Bon, quand il était ouvrier, il avait certainement déjà les mêmes capacités que 10 ans plus tard, directeur général. Ça reste la même personne. Il a certainement évolué, il a peut-être appris des choses, il s'est formé, mais il n'y a pas une grande différence entre le directeur général de maintenant et l'ouvrier d'il y a 10 ans. Pour autant, il y est arrivé. Donc voilà, donc le premier principe, c'est que tout le monde est capable de tout. Il faut juste accepter qu'on n'a pas tous eu les mêmes parcours. Et je pense que c'est une responsabilité pour des gens qui ont eu un peu plus de chance, que ce soit dans l'éducation ou dans les études, de donner la main et d'ouvrir les possibilités et de ne pas mettre dans des boîtes, à partir du moment où tu es magasinier, tu te contentes de ton truc de magasinier et puis point à la ligne. Mais toi, tu dis ça, tout le monde est capable de tout par ton principe de respect. Mais c'est super, c'est ce que tu viens de dire. Mais si les gens, ils ne savent pas ça, ou ils n'ont pas assez confiance pour y croire, comment tu ou on peut les aider à comprendre que vraiment tout le monde est capable en les écoutant, de tout? En écoutant les gens. Comment tu fais? Tu peux nous donner des exemples? Je ne sais pas si j'ai un exemple, mais il faut poser des questions aux gens. Mais comment tu sais que oui. Tu sais pas. Tu sais pas. Oui, okay. Mais si tu poses pas la question, tu le sauras pas. Et en plus, tu vas passer à côté peut-être d'une idée qui peut changer la boîte, si on prend l'extrême, tu vois. Il faut poser des questions. Donc, tu veux dire que dans ta boîte, tu écoutes tout le monde? Oui. Tout le monde? Oui. Vraiment tout le monde? Il faut écouter, il faut parler, il faut créer un climat où les gens n'aient pas peur. C'est peut-être ça, ta clé de réussite comme un directeur général. Il ne faut pas que les gens aient peur. Ouais. C'est pour ça que toute cette histoire de titres, etc., de statut, il le faut, c'est nécessaire parce qu'il y a quand même une organisation, il y a une hiérarchie. Mais dans la vie de l'entreprise, ça ne doit pas avoir autant de poids. Il faut pas qu'il y ait des silos qu'on ne puisse pas discuter avec le service d'à côté, ou parce que, non, attention, les directeurs, ils sont au 7e étage. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça, je pense que c'était un modèle un peu ancien. Ouais, ça, c'est un autre. Alors, je dis pas non plus, je suis pas professionnel de ça, mais je dis pas que demain, toutes les entreprises, tout le monde doit être au même niveau et c'est super. Il y a forcément un entre-deux, mais je trouve que humainement, dans les relations avec les gens, ce poids du statut social, du statut dans l'entreprise, il ne doit pas être un frein. OK. Il ne faut pas avoir du poids dans le statut, mais que fais-tu avec des limites? Parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi dépasser les limites. Le respect. On en revient sur le respect. C'est-à-dire qu'à un moment, si on respecte les gens, s'ils ont une écoute, mais ça ne veut pas dire être dans l'empathie absolue. Quand on écoute quelqu'un, on peut aussi lui dire « Ah ouais, mais non, mais ton idée, ok, je comprends ce que tu veux faire, mais il y a une autre chose que tu ne sais pas, c'est qu'il y a tels événements extérieurs que lui ne connaît pas. » On lui dit. Si on lui dit les événements, si on le prend au sérieux. Parce qu'en fait, il y a aussi un autre aspect. C'est quand on discute avec les gens, si on les prend au sérieux. Si tu vas voir quelqu'un dans ton entreprise qui n'a pas de responsabilité, que tu lui demandes un truc, mais que tu l'écoutes pas, que tu le prends pas au sérieux, il va te dire une fois ce qu'il pense, et puis après, il va dire de toute façon, il m'écoute pas vraiment, ça sert à rien. Mais si tu écoutes les gens et que tu les expliques, et que tu leur expliques, mais ouais, c'est ton idée, il y a quelque chose, etc. Ah, mais en revanche, attends, il y a ça peut pas marcher. Si tu expliques entre adultes, pourquoi son idée, il y a une limite, entre guillemets, les gens, ils sont pas idiots, ils sont pas bornés. Je dis pas qu'il n'y en existe pas, il y en existe quelques-uns, mais globalement, la plupart des gens sont gentils. La plupart des gens ont envie d'avoir une vie bonne et heureuse et de se plaire au travail. Mais tu es d'accord qu'il y a beaucoup de directeurs généraux ou des managers qui pensent pas comme toi, hein? Peut-être. Mais justement, il faut changer ça. C'est pour ça que tu fais ton émission, c'est pour ça qu'on fait des études, c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est pour essayer de changer aussi un peu ça. Et encore une fois, c'est pas de la faute des gens qui pensent pas comme ça non plus. Ils ont été aussi dans un système qui les a emmenés à devenir comme ça. Mais petit à petit, ça va évoluer. Si tu compares à il y a 150 ans, je pense qu'on a bien progressé. Comme tu as dit, on compare avec les époques de nos pères, donc c'était différent. Moi, quand j'ai commencé à travailler, là, ça va faire 25 ans maintenant,
Oui, bien sûr, c'était autre chose, quoi. Moi, je tutoyais pas mon patron, quoi. Ah non, je vous voyais mon patron. Voilà, donc j'osais même pas le regarder droit aux yeux. C'est la même chose avec l'école. Hein. Je me souviens quand moi j'étais à l'école à Londres, nous, notre prof, c'était un sir. Sir David Race, je me souviens toujours de son nom. C'était une personne que nous, on n'osait même pas de regarder dans les yeux, quoi. Dans les yeux. Ça a tellement changé que maintenant, aujourd'hui... voilà, donc c'est pour ça que je dis, OK, ça je comprends, old school, on ne veut plus, parce que c'est la société qui n'a pas voulu. Pourquoi ça a changé? Parce qu'il y avait une raison. Ça, il n'y a pas de souci. Il faut rester, il faut avoir le respect, il faut rester humaine, il faut donner la chance à tout le monde. Peut-être pas en France, mais moi, comme j'étais expat dans les autres pays, il y a dans certains pays, je ne veux pas citer quel pays, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que dès que tu commences à leur donner une chance, à penser que, OK, ma porte est ouverte et tu peux venir, tu peux parler avec moi, ils mélangent les choses. Ils pensent que tu es pote, tu es ami, allez, viens. Alors, qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que je te ramène? Ce soir chez moi ou chez toi? Non. Non. Donc, c'est ça le problème, c'est ça un peu le défi. Parce que nous, on a même parlé, je me souviens, c'était avec Géraldine qu'on a abordé ce sujet, une amie en commun, jusqu'à où on peut être nous-mêmes, authentiques, open-minded, esprit ouvert, et accueillant. Et c'est quand que tu vas dire que cette personne-là, elle va pas comprendre que c'est vraiment pour son mieux et pour trouver une solution en commun. Comme tu dis, la personne, elle vient, que ça soit un technicien, ouvrier ou je sais pas, le CFO ou autre direction, il peut avoir une idée sur autre chose. Un CFO, peut-être, ou un DAF, peut-être, il peut avoir une idée sur côté innovation ou marketing. On doit toujours l'écouter. Mais quand tu l'écoutes et quand tu lui expliques, à quel moment tu penses que il ou elle est en train de mélanger. Exploiter entre guillemets ça pour bon là il faut un cadre, il y a un cadre de fonctionnement aussi dans l'entreprise, il y a des règles. Et ça pour les gens comme toi, pour les gens comme moi, qu'on est vraiment dans cette histoire de ces valeurs, de cette partage, de cette histoire de respect, c'est un peu dur parfois de dire écoute, stop it now. Il faut pas aller plus loin. L'objectif c'était de trouver une solution dans ce but-là et pas mélanger les choses. Je sais pas, comme je te dis, ça nous est beaucoup arrivé dans les pays à l'étranger, certains pays dans le Moyen-Orient surtout. Voilà, donc moi c'était un sorte de défi parce que surtout que j'étais jeune manager à l'époque, c'est pas de m'assumer, c'est de dire à un certain point non. Oui. Je pense qu'il y a un cadre. Alors, je n'ai pas forcément d'expérience autre qu'en France, mais il y a un cadre de fonctionnement. Il y a du respect qui est réciproque. C'est important, la réciprocité, parce que du coup, si tu n'es pas respectueux envers la personne, elle ne le sera pas envers toi, naturellement. Après, il y a quand même un cadre de l'entreprise, il y a un cadre de fonctionnement. Et après, il faut rappeler, il ne faut pas avoir peur de dire aux gens quand ils sortent du cadre. D'accord. Ou quand ça vient frôler avec le cadre. Et c'est là, effectivement, on amène sur un autre aspect du management, c'est que c'est difficile de dire aux gens ça m'a pas plu, là, ce qui s'est passé. C'est pas facile à dire, parce que à la base, on aime bien les gens. Oui. Et puis, on n'aime pas que ça change. On l'a dit tout à l'heure, la résistance au changement, elle est à tous les niveaux, y compris pour les plus grands managers. Donc, il faut quand même être capable de dire, je vais peut-être changer la relation que j'ai avec cette personne, mais je dois lui dire. Je dois dire quand ça ne va pas. Je dois dire quand ça n'est plus dans le cadre de fonctionnement ou de l'attente. Si on parle de résultats pour des gens dans le commerce, etc., on n'est plus dans le cadre de ce qu'on attendait de la personne. Et ça, je pense que c'est le plus difficile, en fait. C'est ça. Effectivement, tu l'as dit, dire aux gens, les écouter, être naturel avec eux et les respecter, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est quand ça sort du cadre. Mais là, il faut savoir le dire. Parce que sinon, les conséquences, elles sont dramatiques.
pour la relation entre ces deux personnes, pour l'équipe qui observe, qui voit tout, c'est tout. Donc là, les conséquences, elles sont vraiment terribles. Ouais. Et elles peuvent mettre des années. Ça s'installe pendant des années dans certaines entreprises. Non, mais lui, il est un peu moins bon, tout ça, mais bon, voilà, il est là depuis longtemps. Puis après, c'est ça, c'est des personnes qui on n'a pas remis dans le cadre tout de suite. Ils continuent. Puisqu'on dit rien, ça continue. Et puis, ils restent en place. Puis après, ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc là, oui, mais ça fait longtemps qu'il est là. On peut pas... C'est compliqué. Et puis, de toute façon, même si tu voulais le faire bien, ça va être très dur aussi pour lui, parce que ça fait tellement d'années qu'il sort du cadre. De le remettre dans le cadre, ça va être un effort surhumain. Donc, on crée des vrais problèmes. On crée des barons aussi dans les aspects commerciaux. Tu vois, le bon vendeur... On a souvent cet exemple-là, le mec, il est bon, quoi. Ça tourne, etc. Mais il ne respecte pas toutes les règles. Bon, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On les garde trop. Qu'est-ce qu'on fait? Il est bon. Mais il ne respecte pas les règles, donc ça pose un problème sur tout le reste de l'équipe. Donc, effectivement, le plus dur, tu as raison de le souligner, c'est de savoir mettre des limites, mais surtout, au-delà de mettre des limites, dire quand on les dépasse. C'est ça. Oui, bon courage. Oui, c'est pas facile. J'espère qu'on va pas tomber dans cette situation. J'ai dit que c'est pas un mode d'emploi quand on donne. Je sais, mais la vie est pas toujours belle. Mais en revenant sur la vie est toujours belle, donc toi, tu as dit que tu as trouvé ta finalité dans tes valeurs, dans ta passion, dans le fait que tu es en paix avec toi-même, dans le travail, dans ta vie professionnelle. Tu peux me dire que quand tu rentres chez toi, comment expliquer? Quand tu rentres chez toi, une journée réussite, une journée que tu es content de toi, signifie quoi pour toi? Et c'est quand que tu es en colère, que tu es pas content et que tu rentres chez toi et que tu dis mince, ça c'était pas. C'est pas une bonne journée. Je vais juste donner un exemple des deux pour comprendre encore une fois. Pourquoi, pour moi, toi, tu es un dirigeant qui dégage une sérénité et qui est confiant. Tu as une assurance en disant que, quoi qu'il arrive, on trouve une solution. Ça, c'est quelque chose rare. Et c'est franchement... je te félicite de l'avoir, je ne sais pas si c'est une valeur ou cet état d'esprit ou cet fonctionnement de ta vie. Quand tu as la chance d'avoir ça, comment tu peux avoir des meilleures journées et des pires journées? Je reviens sur ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire qu'une bonne journée, c'est qu'effectivement, ça me fait penser au sketch du bon chasseur et du mauvais chasseur. Il y a la bonne journée et puis il y a la mauvaise journée. Non, mais la bonne journée... Il y a un échange qui s'est créé avec des personnes. Ça peut être avec un fournisseur, des fois, sur un rendez-vous fournisseur. On a échangé, j'ai communiqué des besoins, il a réagi, il est en phase, on va créer quelque chose ensemble. Ça peut être aussi avec des gens de l'équipe, où on observe soit une façon de faire, on dit, tiens, est-ce que si tu faisais une macro sur Excel... Ça, tu devrais plus le faire, par exemple. Tu vois, des trucs tout simples. Ouais, tout ça. Et voilà. Quand je vois les gens qui disent « Ah, mais ouais, c'est super ». Et quand le lendemain, ils me disent « Ah, mais j'avais un autre truc aussi que je faisais tous les jours, 3 minutes. Du coup, tu peux m'aider à faire une macro ». Voilà. C'est des choses très simples. Moi, super. Quand je vois que les gens comprennent qu'ils ont le droit de se poser des questions sur ce qu'ils font tous les jours et qu'ils peuvent se dire « Mais... mon temps, il serait mieux si j'appelais un client, tu vois, plutôt que de transformer des bons de commande PDF en ligne de commande dans un ERP. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose, quoi? Ça, c'est génial. Quand les gens comprennent qu'ils peuvent se poser la question, ils peuvent remettre en question un process, ils ont le droit de le faire, parce qu'ils savent qu'on ne va pas les envoyer bouler si jamais ils viennent taper au carreau du bureau. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Voilà. En revanche, une mauvaise journée, mais encore une fois, le lendemain, on recommence, j'arrête pas. Mais une mauvaise journée, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un et tu sens que non, ça rentre pas, cette vision-là, non, mais je fais comme je fais toujours, ça va très bien comme ça. Ça, effectivement, ça vient un peu
taper les portières de... Je dis, mince, c'est dommage, elle me laisse pas rentrer, ou il me laisse pas rentrer dans une optimisation possible. Et que je fais vraiment, bien entendu, toujours à un but de productivité à un moment donné. Mais mon but premier, c'est plutôt de confort et d'épanouissement et de mettre son temps de cerveau sur des choses à plus forte valeur ajoutée qu'on ne pourra pas remplacer, pas tout de suite, et je pense pendant quelques années, qui est la capacité de parler avec un humain en face de soi, qui va le comprendre, qui va l'écouter, qui va entendre, et qui va aller rechercher dans ses connaissances, dans son expérience, une meilleure manière de l'aider et d'utiliser les services de l'entreprise. Donc, une mauvaise journée pour toi, c'est quand tu rencontres une sorte de gâchis, quoi. Ouais, c'est ça. On peut pas avoir l'efficacité qu'on voulait. Ouais. Après, des fois, je me trompe aussi. C'est-à-dire, je vois du gâchis là où, en fait, il n'y en a pas. Parce que, tu vois, on faisait la différence entre le travail, le labeur et l'œuvre. Cette partie-là, des fois, de répétition, elle est aussi nécessaire. Elle permet de voir des choses qu'on ne verrait pas si c'était fait par une IA. Donc, des fois, je veux aller trop vite, c'est mon défaut peut-être sur certains aspects, et il faut accepter que ne faut pas tout automatiser non plus. Il y a des choses qui contribuent à la compréhension du fonctionnement d'un système, d'un besoin client ou du comportement d'un partenaire. Et ça, si tu donnes ça en totalité en automatisation, bah, du coup, tu perds un peu cette vision-là. Bon, monsieur le directeur, qui est aligné. J'aime pas du tout qu'on m'appelle comme ça. Monsieur le directeur, c'est pour ça que je te taquine. Arnaud. Cher Arnaud, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message, de dire aux gens qui osent pas ou qui hésitent, on va dire, de vraiment aller vers leur passion ou de vivre avec leur passion. Alors, je vais faire référence à des sujets plus philosophiques, mais pour résumer, on a tous le droit de penser que est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on ne fait pas bien, est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que c'est équilibré? Enfin, déjà, on a le droit de se poser la question. Et parce que souvent, on est dans un système, là, le métro, boulot, dodo, et puis on n'y pense pas vraiment. Donc déjà, la première chose, c'est tout le monde a le droit de se poser cette question à un moment donné, quelques heures dans une semaine ou plus longtemps, mais dire, mais est-ce que tout va bien? Est-ce que je réponds à tout ce que j'ai envie? Enfin, de se dire, j'ai le droit de chercher quelque chose qui me fait plaisir, quoi. Et moi, ce qui m'a... Je n'ai pas du tout conscientisé un matin en me levant, mais je vais faire un peu de publicité, mais pour France Culture, parce que je suis un grand fan de France Culture. Et d'ailleurs, pour l'anecdote... On ne fait pas de publicité ici. Tu ne fais pas de publicité ici. Bon, mais France Culture, c'est public, ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça marche. Mais France Culture, je l'ai découvert, mais complètement par hasard, parce que ce n'était pas du tout mon délire. Mais en récupérant ma voiture au garage, et je pense que la personne qui lavait la voiture avant de la rendre avait mis France Culture. Et donc, je prends la voiture et je tombe sur une masterclass de je ne sais plus qui, je ne sais plus du tout. Et ça a vraiment... ça a changé ma vie quand même, là, parce que là, ça fait quand même plusieurs années. Oui. Et donc, c'est venu de quelqu'un qui lavait ma voiture. Le respect. Merci, tout le monde est capable de tout. Donc, ce monsieur-là ou cette dame-là, elle avait compris avant moi que la culture, c'était important. Et sans le savoir, elle m'a influencé. Et donc, du coup, effectivement, j'ai la chance en plus de faire beaucoup de voitures, donc d'être souvent en voiture, le matin, le soir, la journée, voir des clients. Et donc, voilà, c'est ma bouffée d'oxygène d'écouter des podcasts. Alors encore merci aussi à celui qui a inventé le podcast, c'est vraiment super. Alors, No Plan B Seriously, c'est le top, bien entendu. C'est gentil. Mais effectivement, cette possibilité de pouvoir accéder à des gens qui partagent leurs connaissances, des professeurs, des scientifiques, n'importe qui, des journalistes, des écrivains. Voilà, en 1 heure,
on fait un saut en connaissance sur plein de choses. Alors, on ne retient pas tout, surtout quand c'est des trucs scientifiques, etc. Mais bon, voilà. Donc, ça m'a beaucoup influencé. Et du coup, notamment sur France Culture, des émissions sur la philosophie. Et donc, voilà, j'ai découvert plein de philosophes de très anciens. J'avais jamais entendu parler de ma vie. Et donc, je suis allé grignoter. Je me suis pas tapé les œuvres complètes de Sénèque ou de je sais pas qui, mais je suis allé prendre des morceaux comme ça. Et là où je veux en venir, c'est que des personnages comme Sénèque, c'était il y a plus de 2000 ans, ils avaient déjà les mêmes problématiques. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup bluffé. Ensuite, pour continuer à travailler sur la philosophie, c'est que les problématiques qu'on vit là, qu'on se partage, qu'on connaît tous dans nos vies, c'était les mêmes. Il y a 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans. C'était les mêmes. Et donc ces gens-là se posaient déjà les mêmes questions sur comment on peut faire des décisions sages, comment on peut avoir le bonheur. Et puis, après, si vous suivez pendant 2000 ans un tel Montaigne, Descartes, Pascal, ils reprennent ce qu'ils ont lu sur Sénèque, sur machin. Et puis après, Hannah Arendt, elle reprend Kant, Marx, et ça évolue. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux philosophes qui se basent aussi sur des écrits des années 50 et qui donc adaptent à ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies, au côté contemporain, l'IA, la robotisation. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et ouais, donc c'est ma passion du moment. Hein. C'est ta passion du moment. Alors, tu recommandes les gens qui hésitent à trouver leur passion d'aller chercher un peu dans les cultures, dans les communications ailleurs. Peut-être qu'ils vont être guidés par... Et donc, ils ont bien le droit de se poser des questions, parce qu'il y a 2500 ans, on se posait déjà les mêmes questions. On se posait déjà des questions. Alors, posez des questions, suivez les recommandations, soyez ouvertes. Ouais, c'est ça. Être ouvert, écouter, partager avec les autres. Super. Écoute, merci beaucoup Arnaud. Merci déjà pour ton sincérité, franchement. Cette manière, encore une fois, très assumée. La façon que tu vis ton leadership, c'est bluffant. C'est super, franchement. Merci. Non, mais je te jure, mais il faut partager cette manière d'être en accord avec ses valeurs, alignées. Et voilà, donc moi je pense que pendant cette petite 1 heure qu'on a passée ensemble, on peut dire que vous pouvez avancer, continuer à décider, mais rester toujours aligné avec vos propos et que, comme disait... C'est la liberté, quoi. C'est la liberté et tout ira bien, quoi. Tout ira bien. Et franchement, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à partager ou... Non? On fera une autre émission. On va faire une autre émission, en tout cas. Vous savez où nous trouver. Si vous avez des commentaires, des questions à Arnaud, notre directeur général... notre directeur général, comment dirais-je, exemple. Vous savez où nous trouver, www.nosplanb.site et au plaisir de vous accueillir ici avec nous. Voilà, restez alignés, osez, n'hésitez pas, la passion, ça peut devenir votre boussole et votre finalité pour vous aussi. Merci encore, à très bientôt dans Nos Plans B. Sérieusement. Seriously.